Salut Fred, Salut. tu nous accueilles dans ton atelier. Alors je te laisse te présenter. Ouais, alors je m'appelle Frédéric Gué et je suis un des 3 derniers éventaillistes français. Et en fait, ce qui m'a amené à l'éventail, c'est pas forcément la mode, même si c'est le cœur du métier. C'est plutôt toute la dimension anthropologique que l'objet pouvait avoir. Et ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait, c'était un métier spécifiquement français dès la fin du XVIIe siècle, puisque c'est Louis XIV et Colbert qui instaurent la corporation des éventaillistes. Et du coup, l'atelier, j'y suis depuis 20 ans maintenant. Et il y a une activité commerciale qui se fait avec la couture. Et sinon, c'est plutôt de la création contemporaine autour de l'objet éventail, mais plutôt du côté de la sculpture ou de sa symbolique ou de son anthropologie. Ok. Et toi, en tant qu'artiste, comment tu vis aujourd'hui? Comment tu arrives? Qui sont tes clients, tes acquéreurs? Enfin, comment ça se passe? Alors, double activité parce que j'ai un pied dans l'artisanat d'art et un pied dans les beaux-arts. Moi, je viens plutôt des beaux-arts, donc mes clients au départ, c'était plutôt des acheteurs pour du dessin, de la peinture ou de la sculpture. Et du coup, moi, je suis arrivé à l'éventail un petit peu par hasard en fait, parce que venant des Beaux-Arts, j'ai fait à la fin de mon cycle universitaire un DESS mode et création qui me préparait plutôt à un poste d'acheteur dans l'industrie du luxe. DESS? Alors, diplôme d'enseignement supérieur des arts de la mode, je crois. Et l'idée, en fait, c'était... La mode m'intéressait pas plus que ça non plus, mais ça me permettait de valider un niveau universitaire. Et j'avais 4 mois de stage à faire dans une industrie du luxe et j'ai biaisé un peu le système de stage en allant bosser chez le dernier maître d'art éventailliste. Alors c'est pas forcément parce que l'objet me passionnait, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que d'abord je savais qu'elle était seule à travailler dans son atelier, donc j'allais pas me retrouver pendant 4 mois à servir des cafés et faire des photocopies, mais j'avais pas la connaissance du patrimoine. Et ce qui m'intéressait en tant qu'artiste, c'était le fait que ça soit une image qu'on puisse déplier dans l'espace. Et du coup, j'ai fait mes 4 mois de stage, j'ai découvert toute la production du 17e, 18e, 19e, 20e, puisque la production française s'arrête à l'entre-deux-guerres du XXe siècle. Et là, Donc, c'était assez passionnant parce que, pour te donner une petite idée, la production française du XVIIIe siècle, c'est des pièces de ce type-là. Alors, on a vraiment un travail de sculpture et de peinture qui correspond tout à fait au projet de Louis XIV et Colbert, c'est-à-dire que 80% des métiers d'art sont fixés sous le règne de Louis XIV, dans le but à la fois de fournir la cour et puis de pouvoir exporter ces objets dans le monde entier pour faire rayonner les savoir-faire français. On est d'accord que là, on est sur une pièce originale. Louis XV. Donc ça, c'est les pièces que j'ai découvertes au musée de l'éventail chez Anne Auguet, qui était le dernier maître d'art éventailliste. Et il y a 3 gros sujets sur le 18e, les scènes mythologiques, les scènes religieuses et les scènes galantes. Chaque moment de la journée impliquant l'utilisation d'un éventail différent. Et ces objets-là pouvaient demander jusqu'à 1 an de travail et faire intervenir jusqu'à 40 corps de métier. C'est-à-dire que ça a été véritablement une industrie, 18e, 19e et jusqu'au début du 20e siècle. Mais en fait, l'éventail, il passait dans les mains de 20, 30, 40 personnes différentes parce que chacun avait sa spécialisation, même au sein de la peinture. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient spécialisés plutôt dans les paysages, d'autres dans les personnages, d'autres dans les décors peints derrière. Pareil pour la monture. Le travail de la sculpture, c'est la corporation des tabletiers qui travaille sous la houlette des éventaillistes. Et là, on est sur une monture ivoire avec une feuille en peau peinte à la gouache. Et, ouais. Et ça disparaît complètement avec la Révolution parce que c'est un objet qui est strictement aristocratique. Mais au 19e, la France va de nouveau faire des pièces assez exceptionnelles, notamment pour les mariages. Parce que le premier accessoire de la robe de mariée, c'était l'éventail. Et c'est à la fin du 19e qu'on va remplacer l'éventail par le bouquet, pour des raisons de coût, parce que c'est un objet qui est hyper chronophage, donc c'était très cher à produire. Et ça, c'est de la nacre Burgo. Donc il y a un gros travail de sculpture, puisqu'il faut d'abord dégrossir le coquillage pour arriver à la partie brillante, qu'on va appeler l'Orient. Ensuite, découper des petits morceaux, des petites plaquettes de nacre, qu'il va falloir redresser, rabouter entre elles,
pour donner l'impression qu'on a taillé une monture de 30 cm. Et en fait, dans un coquillage, on a des parties qui sont plutôt irisées vert, plutôt bleu, plutôt rose. Donc il faut 30 ou 40 coquilles pour arriver à faire une harmonie qui donne l'impression d'avoir été taillé dans une matière pleine. Et là, les greffes, on les voit à peine. Hein. Le 19e, c'est vraiment le moment où on aura la plus belle production de nacre. Et alors là, on voit les amorces ici. En fait, les pièces vont se chevaucher sur 2 à 3 cm et après, par ponçage, on donne l'illusion d'avoir une partie pleine. Et ça, c'est une pièce que j'ai restaurée d'ailleurs. C'est un éventail qui était cassé au niveau de la monture et la dentelle n'avait pas été doublée. Donc je l'ai redoublée avec un organza parce qu'une dentelle, d'abord, ça la protège. Et un éventail qui en dentelle, s'il n'est pas doublé, il ne les vend pas du tout. Et pour situer un petit peu encore les deux principaux types d'éventails qu'on a en France dès la fin du XVIIe siècle, ça c'est les éventails de type brisé. Alors celui-là il n'est pas XVIIe, mais il est assez beau au niveau de la sculpture des panaches. On est de nouveau sur une pièce en ivoire et c'était sans doute un carnet de balles, c'est-à-dire que l'ivoire était laissé vierge de façon à pouvoir noter le nom des cavaliers et savoir l'ordre de passage lors des soirées mondaines. Et là on a une qualité de sculpture sur la monture qui est assez belle. Donc effectivement, ça c'est une découverte liée à ma période de stage. Et à l'issue de ma période de stage, j'ai eu un contrat de savoir-faire, de transmission des savoir-faire par le biais du ministère de la Culture. Et donc je suis resté 2 ans à travailler sur Paris. Et quand je suis rentré dans la région, j'ai continué à faire des expos de dessin, de peinture, de sculpture, parce que moi c'est vraiment le dessin et notamment même la gravure érotique qui m'avait amené à l'éventail. Là, il y a une pièce derrière toi je l'ai faite, j'avais 18 ans, celle-là, et je travaillais dans l'esprit autour de l'iconographie du Jardin d'Éden, mais c'était sans conviction religieuse, parce que je n'en ai pas, et encore moins à dépendre dans mon travail, mais ça permettait de travailler sur l'idée d'un berceau commun et sur la frontière du féminin et du masculin. Et je trouve que dès le début de la production parisienne, on va appeler l'éventail le paravent de la pudeur. Et ça, en fait, ça vient de ces représentations coptes et chrétiennes qui représentaient le premier homme et la première femme avec un faisceau de feuilles de figuier déployé en éventail et placé en paravent de la pudeur. C'est-à-dire que cet objet, il est censé correspondre au moment où on a différencié les hommes et les femmes et où on est devenu des êtres mortels se reproduisant sexuellement. Et ça c'est une partie du projet que j'ai envie de développer là, notamment avec l'Égypte, parce que l'Égypte, au départ, c'est un pays copte, hein, donc cette iconographie est très présente. Et l'idée, en fait, c'est aussi d'essayer de travailler sur des éventails qui soient plus que des objets ou plus que des accessoires de mode, c'est-à-dire que celui-ci a une face, un dos neutre, et quand on ouvre à l'envers, on a la face érotique qui apparaît. Donc ça, c'est les éventails à système, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, il y en a eu dans la production française et beaucoup dans la production japonaise, mais plus personne n'en fait aujourd'hui parce que c'est assez complexe. En fait, au lieu de patronner la feuille sur 180, il faut la patronner sur 360 et dessiner les deux faces en même temps. Et ça, ce qui permettrait dans le projet que j'ai, de travailler sur des éventails double entente, alors pas nécessairement érotiques, hein, parce que le sujet s'y prêterait pas forcément, mais ce serait de pouvoir présenter une face qui va vraiment se nourrir de l'iconographie égyptienne classique, de faire une face qui soit plus contemporaine, mais presque du côté du carnet de voyage, avec une dimension sur la place des femmes, sur les relations entre la communauté musulmane et copte, et de faire une troisième proposition sur une seule et même pièce qui pourrait aller presque jusqu'à l'abstrait, mais en se nourrissant des codes qu'on aurait travaillé sur les deux autres faces. Et il y a un autre lien entre l'éventail et l'Égypte, au-delà de la dimension patrimoniale du métier, c'est que les éventails les plus anciens, c'était les éventails de type écran. Donc celui-ci, c'est une pièce que j'ai faite pour une expo à Lyon l'année dernière. C'est une marqueterie de plumes et de cuir. Parce que j'ai une autre marotte aussi, c'est toujours essayer de travailler avec les savoir-faire et les ressources particulières de notre territoire. Donc le cuir, par rapport au passé de la chaussure, il est vraiment légitime chez nous. Et on a la chance d'avoir toute l'industrie du cuir de luxe qui s'est réinstallée dans la région. Donc il y a des choses à développer. Et là, la seule partie ancienne, en fait, c'est le manche. Le reste, c'est une variation que j'ai fait
autour des écrans, qui étaient donc les pièces les plus anciennes. D'ailleurs, la première pièce répertoriée dans le mobilier international comme éventail, c'est celui qu'Edward Carter va retrouver en 1922 dans la tombe de Toutankhamon. Et il ne ressemble pas à celui-ci, mais il a exactement ces proportions-là. Et l'idée, c'est que cet objet, il était fait pour être utilisé par Toutankhamon lui-même, pour se rafraîchir, pour se moucher, se protéger des insectes. Mais après, c'est beaucoup plus à envisager du côté de la symbolique du sceptre que de l'objet strictement utilitaire. D'ailleurs, on a parlé un tout petit peu de la production du 18e, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas du tout un objet de saisonnalité. On l'utilisait tous les mois de l'année et ça plaçait la hiérarchie des femmes à la cour. Et si on remonte encore dans l'archéologie de l'objet, en fait, l'éventail aurait plutôt été destiné aux hommes et on l'aurait eu soit dans les mains du chef de guerre, soit dans les mains du prêtre. Parce que ce n'est pas l'objet qui compte, c'est le fait qu'il matérialise le déplacement de l'air, donc le souffle, la parole, la règle, le pouvoir et la transcendance spirituelle, quelles que soient les confessions. D'ailleurs, il y a... On sent la passion. 25 ans de labeur, donc ça permet d'étayer un peu les choses. Alors ça, voilà, l'idée, c'est un éventail tout à fait ordinaire, hein, c'est un éventail d'entraînement, c'est un éventail de kung-fu, parce qu'encore aujourd'hui, l'arme suprême au kung-fu, c'est l'éventail. C'est-à-dire que celui-ci, c'est du métal et du synthétique, mais les lames pouvaient être armées comme des poignards et véritablement servir de sabre. Alors ce qui est assez drôle, c'est que jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, l'objet éventail souffrait d'une image assez ringarde et désuète qui était au mieux assimilée au folklore espagnol, alors que la production espagnole, en fait, elle est plus tardive que la française, puisqu'ils fondent les fabriques d'éventail en 1830. Donc c'est un peu moins ancien, et surtout ils font le choix de l'utilitaire et du touristique, donc des gros volumes, et pas forcément de la pièce unique qui était dans l'esprit des éventaillistes originaux français. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes plus que 3 en France ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de formation. Moi, ça a été un complément de formation, et puis en plus une formation qui continue au quotidien. Hein, parce que je ne comprends pas que l'envie ne soit pas encore là, sachant que tu regardes les peintres, il y en a de partout, il y en a de plus en plus. Alors que... En fait, l'objet, pendant les 20 dernières années, tous les mois de juin, on nous faisait le grand coup, c'était le marronnier de l'été, le retour de l'éventail. Mais les gens ne pensaient qu'à l'accessoire, vraiment l'objet pour se rafraîchir. Alors là, maintenant, avec les enjeux climatiques, il y a aussi cette dimension qui revient. Mais en fait, l'éventail et la production française, si tant est qu'on puisse vraiment parler de production, elle survivait uniquement avec la clientèle de l'hyperluxe et de la haute couture. Mais d'ailleurs, je suis toujours l'éventailliste de la maison du Velleroy, qui était la plus grande maison d'éventail du 19e siècle. Je leur fais toutes leurs pièces de haute façon, mais c'est un tout petit milieu. C'est vraiment international, mais c'est un tout petit milieu. Moi, je crois beaucoup à ce que j'ai tenté de faire, c'est-à-dire au lieu de ne travailler qu'avec des collectionneurs d'éventail, d'amener des collectionneurs d'objets d'art à s'intéresser à cet objet, parce qu'il a une symbolique, il est lié au souffle, il a une histoire qui permet vraiment de pouvoir être en adéquation avec ce qu'on va représenter sur l'objet. Et ça marche plutôt bien. Alors après, de façon plus anecdotique, là on reste quand même dans un objet mode, c'est-à-dire qu'aussi excentrique soit la pièce, l'idée c'est que la mécanique soit toujours respectée, que l'objet puisse faire du vent, mais après il est beaucoup plus pensé comme une sculpture d'intérieur, et là c'est un peu, c'est l'esprit du moucharabier, c'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'éventail, on parle souvent du langage, c'est un objet qui était là à la fois pour abriter des conversations, pour permettre de voir sans être vu, et après il y a un jeu de pop-up qui fait qu'on a un objet sculpture. Cet objet peut être utilisé, mais il est avant tout pensé comme une sculpture d'intérieur. Et là c'est un enroulé de soie, et les brins sont gainés de cuir, et j'aime bien apporter toujours autant de soin au dos qu'à la face, de façon à ce qu'on puisse vraiment tourner autour de l'objet et qu'on n'ait pas simplement que ça ne soit pas un bas-relief, quoi. Après, il y a les éventails peints, parce que c'est un objet. Tous les peintres aussi, ça, on le sait peu,
mais tous les peintres, j'entends par là les Nabi, Gauguin, Van Gogh, Renoir, ils ont tous fait des éventails à un moment ou à un autre. Ah oui. Et parce que au départ, c'était assez compliqué de vivre de leur peinture, à part pour certains, mais l'éventail était tellement en vogue et il n'y a que Gauguin où il n'y a aucune pièce qui a été montée. Et on connaît des feuilles dans les bouquins et puis dans les musées, mais aucune pièce n'a été montée. Alors que Seurat a fait plein d'éventails, tous les Nabis aussi en ont fait. Alors Picasso, il a représenté dans ses peintures l'éventail, mais à ma connaissance, il n'a pas vraiment dessiné de feuilles d'éventail. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler des nouveaux matériaux. Donc là, celui que je vous ai montré, il rentre en collection au Palais Galliera, musée de la mode en septembre. Donc ça reste aussi une partie de mon boulot. Et celui-ci, c'est un prototype, c'est du carbone et de l'aluminium. Alors c'est vraiment de la fibre de carbone et c'est un projet qu'on aurait pour développer ça avec l'industrie automobile à partir de fragments de F1 ou de choses comme ça. Il faut vraiment essayer de sortir l'objet de son côté strictement usuel et l'amener vers des univers qui ne sont pas évidents immédiatement, mais la seule chose qui peut sauver les métiers d'art, c'est ça. C'est que s'il s'agit simplement de reproduire un savoir-faire, on en fait un objet de musée. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller dans cette direction-là. Et donc, c'est ta responsabilité, c'est toi qui vas un peu déterminer l'avenir. Tu fais partie des gens de l'éventail, quoi. J'ai quasiment formé tous les gens qui se sont installés dernièrement, mais plus justement pour de l'éventail utilitaire, ce qui n'est pas mon cœur de cible, et je retransmettrai certainement encore une fois ou deux. Et puis ce que j'aime bien, c'est travailler avec des étudiants qui vont venir du bijou ou de la sculpture, parce que du coup on a des choses à échanger, parce que moi je peux leur transmettre l'histoire, les savoir-faire traditionnels, mais après j'aime bien aussi travailler avec des étudiants qui ne connaissent absolument rien à l'éventail, parce que du coup ils n'ont aucun blocage, ce qui fait que c'est toujours temps après de voir comment adapter leurs idées, la mécanique de l'objet, et c'est plus intéressant de travailler dans ce sens-là plutôt que de faire une espèce de cours magistral en expliquant voilà c'était ça, ça représente ça. Puis en plus moi je vais bien au-delà de la production française. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'archéologie même de l'objet, de ces fameuses feuilles séchées ou branches tressées qui étaient confiées au prêtre ou à la prêtresse du feu pour attiser les braises quand on ne savait pas faire le feu par nos propres moyens. Et en fait, l'objet a toujours eu cette dimension mécanique, mais surtout symbolique, c'est-à-dire que tous les rituels qui sont liés au feu et à la braise, que ce soit pour assurer la survie de la horde quand on ne sait pas faire le feu par nous-mêmes, ou communiquer entre le monde du visible ou de l'invisible, des vivants ou des morts, on utilise un éventail sous une forme ou sous un autre. Alors, toujours des écrans, c'est-à-dire des éventails qui ne se plient pas, ça faut vraiment attendre le XVIe siècle pour qu'on découvre les éventails pliés qui vont être ramenés par les Portugais de Chine et du Japon et infuser la France grâce à Catherine de Médicis qui en emporte d'abord le goût et les usages à la cour italienne, puis à la cour de France. Et c'est à ce moment-là que Louis XIV et Colbert instaurent la corporation des tablettiers et des éventaillistes. Parce qu'en fait, tous les artisans, j'entends par là, les denteliers, les gantiers, les brodeurs, ils voudraient tous faire des éventails parce qu'ils se rendent compte que ça a un potentiel de fou par rapport à la cour. Mais c'est un objet qui termine une tenue, mais c'est surtout un objet qui prolonge le corps et qui est vraiment le vecteur du langage. Donc c'est un objet d'attitude avant d'être un objet de frivolité, même s'il y a toujours cette dimension quand même sensuelle qui est dans l'objet. Et chez nous, il est quasiment exclusivement féminin, alors que c'est pas vrai dans le monde entier. On a là j'ai une petite pièce, c'est un éventail cantonné ça. C'est 1850,
Alors ça, c'est avant la... Alors celui-ci, il est déjà contemporain de la production française, mais l'idée des Chinois, en fait, très peu de Chinois ont acheté ce type d'éventail. Ils étaient faits pour les notables ou les personnalités qui venaient en Chine et ils étaient offerts comme cadeau. Et ils représentent toujours des scènes de jardin en terrasse avec cette gamme chromatique assez soutenue. Et les feuilles sont en papier peint à la gouache. Alors les montures, là on est sur une monture bambou, mais ça peut être de l'ivoire, ça peut être du filigrane de cuivre, ça peut être tous les matériaux possibles et imaginables. Et sur le décor en papier peint à la gouache, si on s'approche, les petits costumes, c'est des applications de soie et les visages, c'est des petites plaquettes d'ivoire. Et là, justement, on peut voir que les personnages masculins, comme les personnages féminins, vont pouvoir arborer des éventails sans qu'il y ait de connotation sexuelle par rapport à cet objet-là. Alors, ces scènes de jardin en terrasse, elles représentent toujours l'empereur et l'impératrice entourés de leur cour. Est-ce que tu sais où est l'empereur et où est l'impératrice ? Alors, je dirais vers le centre. Forcément, il faut qu'il soit par là, non ? Alors, ton doigt n'était pas loin, parce que l'empereur est effectivement là, c'est ce personnage-là. Mais l'impératrice est ici. Alors pourquoi je suis aussi catégorique ? Parce que c'est les deux seuls personnages qui ont des éventails écrans, c'est-à-dire des éventails justement qui ne se plient pas. Parce qu'on ne peut pas remettre en question leur pouvoir, donc il faut qu'ils aient quelque chose qui ne permette pas d'ouvrir, de fermer ou de plus ou moins dissimuler les choses. Donc la cour, hommes ou femmes, vont utiliser des éventails pliés, mais l'empereur a un écran et l'impératrice a un écran aussi. Alors oui, sur l'idée de pourquoi cette année, pourquoi l'Égypte ? Alors on l'a déjà un petit peu abordé parce qu'il y a cette histoire de ce premier éventail retrouvé par Carter et répertorié au patrimoine mondial comme le premier éventail qu'on appelle un flabellum, parce que ça représente ces écrans qui ne se plient pas. Et puis le timing fait que, en fait, je suis passionné par l'Égypte et j'ai été enseignant pendant des années, donc je connais un peu mon sujet, j'y suis allé plusieurs fois, mais je connais très bien le musée du Caire actuel, et le nouveau a été inauguré, mais n'a pas été encore ouvert au public. Donc en fait, le prétexte, c'est aussi ce timing-là. C'est que tu vas exposer. Alors, l'exposition, ça va être dans un deuxième temps. En fait, le projet, vraiment, il se développe sur 2 points. Là, je pars 3 mois en Égypte pour aller construire tous les textes et tous les dessins en vue de réaliser une exposition que j'aimerais à la fois en Égypte et en France, de façon à pouvoir faire des liens entre ces 2 pays et travailler sur la façon dont on présentait l'Antiquité égyptienne dans le musée actuel, qui était plutôt quand même quelque chose qui se faisait par le filtre de la monstration du 19e siècle, et le prochain musée qui là va apporter une mise en scène 21e sur l'art égyptien. Alors ceci dit, je trouve que l'iconographie égyptienne est passionnante, mais à ma connaissance, il y a très peu de choses qui se sont faites sur le plan contemporain. Donc comme quand je parlais des éventails double entente, moi j'aimerais à la fois pouvoir faire des pièces, mais alors ce ne sera pas seulement des éventails, hein. Il y aura de la peinture, il y aura du dessin, des carnets de voyage et des éventails. Et l'idée, c'est de faire des choses qui puissent représenter l'iconographie classique, des choses plus contemporaines qui puissent parler des enjeux contemporains, que ce soit sociétaux, climatiques, de la vie des Égyptiens aujourd'hui, et de faire des propositions pouvant aller jusqu'à l'abstrait, mais se nourrissant de toute l'architecture même de l'iconographie égyptienne. Et du coup, il va y avoir aussi des objets. Là, j'étais parti sur l'idée alors ça, c'est encore un autre type d'éventail. C'est la collection cuir, parce que je te dis, l'intérêt, c'est d'essayer de travailler avec les ressources de notre territoire. Donc on a déjà quelque chose qui peut évoquer la feuille de lotus. Mécaniquement, ça fonctionne très bien. Et c'est à la fois un objet qu'on peut utiliser, mais un objet aussi qui peut prendre tout son sens sur un socle et sortir de l'utilitaire. Ça, c'est toujours autour de la feuille de lotus.
On est toujours sur un éventail palmette. Et là, je suis en train de faire des essais avec des jeux de matière. Donc là, on est sur du cuir, c'est du chevreau, mais traité façon serpent. Et les teintes, c'est toi qui as remis ces teintes bleutées, qu'on voit qui sont subtiles là. Alors, en fait, ça, c'est les traitements qui sont faits sur les peaux de chevreau pour la couture. Parce que je travaille aussi beaucoup dans l'idée du recycling. C'est-à-dire que moi, je vais racheter les fonds de collection, notamment aux vieilles usines ou ailleurs. Pareil avec l'idée du jeans. Le jeans, je peux travailler avec les chutes de découpe de 1083 ou d'autres entreprises. Et du coup, ça permet à la fois de valoriser des chutes et d'en faire des pièces de couture ou des objets d'art. Et donc celui-ci, en fait, c'est le même patron que ça. Maintenant, je suis en train d'essayer de... Là et là, on est sur le même dessin de base, mais deux propositions complètement différentes. Donc pour l'instant, là, ce que je fais, c'est des recherches formelles pour faire différents types d'éventails. Et on retrouve encore la même pièce ici, enfin, le même concept, mais décliné autrement. Et celui-ci, je l'ai fait à partir d'une lance rwandaise. Et on est toujours sur un dessin en fait décliné sur différentes propositions. Un plié, forme, un écran et un flabellum. C'est toi qui en es l'auteur de cette Oui, forme. oui. Dessin, sculpture, c'est toujours l'idée d'aller chercher un petit peu... de ne pas utiliser justement l'éventail comme un support, mais de voir comment on peut en faire un objet sculpture. Alors là, je me suis inspiré toujours un petit peu de la feuille de lotus, en référence à ces premières feuilles séchées qui étaient confiées au prêtre ou à la prêtresse du feu. Il est quand même monté sur une feuille et il va pouvoir s'ouvrir et se fermer. Et il garde une forme intéressante, fermée et ouverte. C'est du papier parce que la production du 18e était sur papier et c'est une matière noble. Alors c'est des très beaux papiers, mais qui sont froissés et repassés, qui sont quasiment indéchirables. Et là, on est sur une évocation de flèches, mais qui va aussi vers les éventails qui étaient destinés aux chefs de guerre. Et la suite logique de cette pièce-là, c'est l'écran qui est à côté du mannequin, qui est fait à partir d'une lance rwandaise. Parce qu'on avait, et historiquement ça a existé ça, des éventails qui étaient armés et qui permettaient vraiment d'éliminer son assaillant. Et sur le costume là, parce que déclinaison, dessin, peinture, sculpture, photographie aussi en relation avec Fabien Perrault. Et du coup, je fais des tas de propositions. Alors, c'est pas vraiment un travail de styliste, c'est plus un travail de sculpture. C'est-à-dire que ce qui m'a donné la ligne du vêtement, c'est la peau de python que j'ai achetée. Et après que j'ai retravaillé avec du chevron, les empiècements, c'est les éléments de bouclerie de la dernière collection Jourdan, encore un petit clin d'œil à roman. Et le plastron, qui est un bijou, il est fait à partir d'une claque de chaussure. C'est un dessus de chaussure qui fait le col du plastron. Et l'idée étant toujours d'essayer de se nourrir à la fois du passé et du présent et de faire des nouvelles propositions. Et le miroir que j'utilise là, que je suis en train de décliner sur des sculptures, sur les masques, et il y aura des mannequins aussi, ça aussi c'est pas... Alors il y a un jeu un peu pop et contemporain, mais c'est pas seulement ça. C'est qu'en fait tous les temples égyptiens qui sont dédiés à un dieu, on retrouve généralement dans le fond du temple une sculpture représentant le dieu qui est en or et qui est éclairée le jour du solstice printemps par le soleil, ce qui donne la vie au lieu. Et là, en fait, en prenant le prétexte de la boule à facettes, parce qu'on n'en est pas très loin, quand les rayons du soleil sont concentrés dessus, ça rejaillit et sur l'architecture et sur le spectateur. Donc, c'est en fait toujours essayer de trouver quelque chose qui puisse se percevoir à différents niveaux, qui puisse être fun, mais qui a quand même du sens et qui est un peu profond. C'est une démarche qui me suit depuis toujours. Moi, je suis toujours très dubitatif devant les expos conceptuels. Non pas que c'est inintéressant, loin de là, mais pour moi, ça fait plus partie de la
de la philosophie ou que des arts plastiques. Les arts plastiques, pour moi, il faut vraiment que, quelle que soit la culture du regardeur, on puisse ressentir des choses. D'ailleurs, le concept, c'est pas le beau, ça peut plaire, ça peut déplaire, mais il faut pouvoir se les approprier par plein de portes d'entrée. Et moi, même si je sais que je travaille sur des choses qui sont assez étayées historiquement ou sur le plan du métier, je me fous complètement que les gens comprennent ou pas ce que je veux dire. S'ils ont envie de connaître ma démarche, je peux la développer, mais ce qui va m'intéresser, c'est plutôt d'avoir leur réaction, d'ailleurs positive ou négative, parce que là, du coup, moi, ça me permet d'approfondir mon travail et puis de créer du lien. Les arts plastiques, si c'est juste pour être spectateur d'une pièce dans un musée, enfin, en tout cas, c'est pas ce qui m'a porté à choisir ce métier. Oui, de toute façon, on est dans la pure subjectivité, une fois de plus, et les gens se connectent ou pas à ce que tu fais. Ben oui. Et c'est tout, ça fonctionne comme ça, et tant mieux. Et ok. Et donc, comment on peut t'aider alors pour ton projet ? Alors, il y a un financement participatif, oui, ça c'est ce qui me reste à faire avant de partir, puisque maintenant le départ approche, hein, je pars le 1er décembre. Donc oui, je disais projet en 2 temps, parce que là en fait, je pars vraiment pour élaborer les textes et les dessins de cette exposition. Donc en gros, l'idée c'était pas du tout de gagner de l'argent sur cette première étape, c'était que ça me coûte le moins possible. Donc je suis effectivement à la recherche de partenaires. Tu vas aussi t'immerger là-bas, l'objectif c'est t'immerger. En fait, l'appart que je prends, il est à 5 minutes du musée du Caire et je vais aller essentiellement dans les collections. Alors, je rayonnerai sans doute un petit peu parce que je voudrais bien descendre à Saqqara et à Alexandrie et voir un petit peu des choses que j'ai pas eu l'occasion de voir lors de mes différents voyages. Mais là, j'y vais vraiment pour élaborer tout le contenu des pièces. Et après, je me donne 1 an et demi pour les réaliser. Alors, mon dossier est défendu par notre député, donc on va chercher des subventions de la région, du département, du ministère de la Culture, de la DRAC. J'ai peut-être un contact avec le MUSEM, ce qui serait vraiment intéressant parce que là justement on serait autour de la Méditerranée et ça aurait un lien fort. Mais l'idée, en fait, c'est bien sûr sur la deuxième étape du plan, c'est-à-dire la réalisation des pièces et l'exposition finale. Moi, mon ambition minimum, c'est l'ambassade d'Égypte à Paris et l'ambassade de France au Caire. Mais après, cette exposition, elle peut grandir. Mais ça sera une recherche de financement beaucoup plus lourde que je ferai au retour. Donc là, on va faire une cagnotte en ligne aussi. Parce que ce qui m'intéresserait, moi, c'est de pouvoir vraiment partager tout ce temps d'élaboration. Alors certainement, tout bêtement, par l'intermédiaire de mon compte Insta. Hein, mais en fait, chaque jour, moi, j'aimerais partir des dessins, des croquis, des premiers textes et pouvoir montrer toute l'élaboration d'une pièce de A à Z. Parce que la base de mon métier, je le disais tout à l'heure, c'est prof de dessin. Et l'objet, il en passe forcément par le dessin, aussi bien au niveau de la mécanique de la monture que du travail de la feuille. C'est-à-dire que l'idée, ça serait vraiment de mettre en place tous les dessins. Les éventails seront sans doute pas réalisés, peut-être que je vais peindre des feuilles là-bas, mais ça va se faire par la suite, et de pouvoir faire un pas à pas de toutes ces étapes et le partager avec les gens qui suivraient le projet. Alors, l'autre intérêt, c'est que depuis 20 ans, j'avais monté une association dont les buts, c'est de valoriser tous les travaux artistiques, ce qui fait qu'on peut en passer. D'ailleurs, on en passera par l'association, de façon à ce que le financement participatif puisse permettre aux gens de récupérer 66% de leurs dons. Donc, en fait, c'est tout bête. Hein. Je donne un exemple, mais on fait un don de 100 €, on peut récupérer 66,66 € en déduction fiscale. Et donc, j'ai sorti les CERFA et on donnera les CERFA systématiquement pour les déclarations fiscales des années suivantes. Et puis après, l'idée aussi, c'est à la fois de sortir un peu l'éventail de son image ringarde, le ramener, à la fois valoriser le métier de patrimoine, mais lui donner une vraie dimension contemporaine. Et l'Égypte, c'est quand même quelque chose qui
est très parlant pour énormément de monde, et il se trouve que ça a beaucoup de sens par rapport aux origines du métier. Donc je pense que ça peut être quelque chose d'amusant et qui va s'enrichir, parce qu'il y a des tas de gens qui sont intéressés par les hypnologies, qui ont des connaissances dans un sens ou dans l'autre. Donc moi je sais pour l'instant où je veux aller, mais au fur et à mesure des rencontres, les choses vont grandir forcément. Ouais. Donc mes amis, je vous mets le lien donc, du financement participatif dans la description, le lien de ton Instagram aussi. Ouais. Parce que ton univers sur Instagram, j'adore du coup, c'est magnifique. Puis c'est le seul truc où je suis un peu sérieux. Ma présence sur le net, elle est relative. Tu peux pas être partout. Hein. Ouais. Je sais que j'ai cette problématique aussi, mais moi je travaille beaucoup avec Internet. Donc je vous ai pas dit, mes amis, vous qui me connaissez bien mon atelier, je suis à 10 secondes dans mon atelier, là on est juste en dessous. Alors des voisins. Et c'est incroyable à chaque fois que je viens là de voir l'univers que tu as. Ça fait 20 ans que tu es là. Tu n'as jamais voulu changer de lieu de création En fait, moi j'ai commencé à Paris. Quand je suis revenu dans la région, j'étais plutôt du côté de Montélimar. Et puis après, alors ça c'est de l'anecdote perso, mais moi j'étais le dernier d'une fratrie de 6, mais donc j'ai 20 ans de différence avec mes premières sœurs. Donc mes parents commençaient à vieillir. Romans avait une politique d'accueil des métiers d'art qui était intéressante, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la volonté de réserver tous les locaux de la rue Pêcherie aux artistes et aux artisans d'art. Et du coup, ça m'a permis de m'installer dans un quartier que j'aime parce que historiquement il est intéressant, même s'il y a plein de complexités dans le quotidien. Hein. Les centres anciens, ils sont difficiles à mettre au carré avec notre vie contemporaine, mais c'est un lieu chargé d'histoire où il y a une très bonne entente avec les voisins. Et non, à rester à Romans, je me déplacerai pas, c'est sûr. Et après, de toute façon, l'idée c'était plutôt d'avoir un espace suffisamment grand pour pouvoir travailler, de ne pas être trop sollicité parce que sinon on n'avance pas, et de pouvoir partir. Moi, 80% de ma clientèle, elle est à l'étranger, mais c'est pas moi qui me déplace, ou pas tout le temps. Oui, c'est incroyable parce que tu m'avais cité toutes les marques et les créateurs avec qui tu travailles. Voilà. C'est quand même un palmarès assez impressionnant. Ça, c'est par l'intermédiaire de la Maison du Velleroy. On ne peut citer aucune marque, ou alors il faudrait toutes les citer. Mais toutes les marques de luxe ont fait faire des éventails qui ont été réalisés à Rome. Bon, écoute, merci. Donc, sur ton Instagram, pour découvrir tes différentes créations, le financement participatif, mes amis, je vous invite à jouer le jeu. Vraiment. Et puis, voilà, merci de nous avoir accueillis dans ton atelier. Merci. Et puis l'idée, c'est vraiment ensemble. Voilà, c'est vraiment de partager le temps de la gestation, parce que souvent quand on est confronté à une expo, on est sur un produit fini et du coup, on reste un petit peu sur sa faim. Oui. Alors que savoir que la première ligne ou la première forme ou la première ébauche, quelles ont été les étapes, c'est quelque chose qu'on peut vraiment partager et qui peut être chouette. Oui, j'adhère complètement. Merci à toi Fred. À très bientôt du coup. À bientôt.